Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre tranche d'Écho du Palais. Comme vous le savez, c'est le mois de la femme. Vous le savez certainement, le thème national qui a été retenu, c'est l'autonomisation et la participation de la femme à la politique. Alors, nous allons pouvoir, au cours de cette émission, parler c'est quoi l'autonomisation, c'est quoi la participation politique. Ainsi, nous avons fait appel à une juriste qui est Maître Deborah Nzege, avec laquelle nous allons pouvoir parler autour de ces thèmes de l'année concernant le mois de la femme. Bonjour Madame Nzege. Bonjour Madame Chantal. Vous êtes juriste, Oui. vous êtes également membre de la fondation Konrad Adenauer. Ça veut dire quoi? Konrad Adenauer, c'est le premier chancelier allemand. Oui. Oui. Vous êtes spécialisé en quoi concrètement? Je suis chargée de programme, c'est-à-dire c'est moi, avec l'aval de mon chef, qui recadrons, planifions les activités dans les différents domaines et à exécuter en RDC, voilà. Et la Konrad Adenauer est principalement basée sur quoi? Quels sont les principaux objectifs que s'est assigné cette ONG internationale? Bon, nous sommes une ONG politique et nous travaillons plus dans l'option politique et dans la promotion de la bonne gouvernance, l'état de droit principalement. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme lecture faites-vous? Quelle lecture faites-vous par rapport à la RDC? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'état des droits et la RDC est réellement un état de droit? C'est vraiment votre champ d'action. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire qu'il y a encore à faire, ou bien on a quand même suffisamment, on est là-dedans quoi, on est un état de droit? Bien sûr, il y a quand même à faire, oui. Mais vous savez, lorsque vous avez la liberté d'exercer vos activités, déjà, on peut dire que vous êtes assez... on peut considérer que dans ces domaines, dans cet état, il y a l'état de droit. Parce qu'il y a dans certains pays, vous n'avez pas la possibilité de vous assembler pour vous réunir et réfléchir sur le sujet des fois pertinent qui range la nation, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a encore à faire, mais déjà, il y a beaucoup d'avancées par rapport à cet état de droit, oui. Alors, nous entrons dans le vif du sujet, Madame Nzege. Nous parlons de l'autonomisation et la participation politique de la femme. Est-ce que, pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que vous pouvez donner une définition par rapport à ces deux concepts? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par autonomisation et qu'est-ce qu'on peut comprendre par participation politique? Autonomisation de la femme, nous pouvons dire qu'il s'agit de l'indépendance, si on peut mieux comprendre, dans cette liberté de la femme, ou qu'a la femme aujourd'hui d'exercer ou d'agir tant sur le plan politique, économique et social. Donc si je dois parler même en termes spirituels, je dirais c'est un peu comme la délivrance de la femme, quoi. Donc c'est cette capacité de se sentir aisée aujourd'hui pour agir dans X domaine. Alors par rapport à la participation politique, je peux dire que c'est cette capacité, la faculté qu'a la femme aujourd'hui de travailler ou de mettre la main dans la pâte, c'est-à-dire d'assister ou même d'être associé avec son partenaire homme pour prendre les différentes décisions dans les instances de décision de notre pays. Et même par rapport à la politique, est-ce qu'aujourd'hui, cette autonomisation ou cette participation aujourd'hui, est-ce qu'elle est à quel niveau d'après vous? Oh, là, mais les statistiques démontrent qu'aujourd'hui, on peut le voir, hein, sur le plan économique, par exemple, on voit les femmes qui se gèrent ou qui gèrent le foyer. D'ailleurs, on le dit plusieurs fois. Et même sur le plan politique, aujourd'hui, l'éveil de la femme, toute femme se sent aujourd'hui capable d'ester en politique, d'agir et pourquoi pas d'être égale. On a des femmes juristes, on a des femmes magistrats, on a des femmes avocates, défenseurs de droits de l'homme, actives au fait. C'est quand même par rapport aux années antérieures, il y a quand même une avancée. Oui, on peut quand même noter. Oui. Et puis ça, il faut dire que c'est par rapport à tout ce que nous faisons, la Konrad. Bon, parmi les ONG, d'autres ONG, cette sensibilisation, n'est-ce pas, d'éveiller la femme qu'elle est capable, qu'elle n'est pas comme penser les autres, les hommes, ou pas seulement les hommes comme être masculin, mais la nature, la communauté, les penser ou les juger d'incapables. Donc aujourd'hui, il y a cette faculté de s'assumer et de se dire que voilà, on est capable. On éveille la femme, mais certaines personnes, certains observateurs pensent que lorsque la femme est éveillée, elle risque d'oublier son rôle essentiel, son rôle social dans la société. Et donc, la femme, elle est mieux conçue dans son rôle de ménagère. Donc, lorsqu'on l'éveille un peu trop,
on risque un peu de pouvoir entraver certains droits ménagers. Donc, quelque part là, il faudrait laisser un peu la femme se gérer un peu, rester un peu du côté du ménage. Vous partagez cet avis? Bon, pas à 100%, parce qu'en fait, il s'agit comment dirais-je, comment je pourrais dire, de l'égalité des chances. Nous réclamons l'égalité des chances et non l'égalité des sexes. Oui, être femme ménagère est une chose, et puis être aussi une femme dans le milieu professionnel en est une autre. Donc je crois que c'est question de comprendre ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, vous avez dit qu'il y a quand même des avancées significatives par rapport à la participation de la femme d'une part et l'autonomisation de la femme de l'autre part. Mais il y a des avancées, mais quels sont les obstacles qui font que jusqu'ici, la RDC, la participation de la femme ou l'engagement politique de la femme avance un peu à pas de tortue? Quels peuvent être les obstacles qui ne font pas que la femme se déchaîne, au fait, que la femme se découvre, que la femme explose? Oui, à mon humble avis, je dirais il y a d'abord la peur. Oui, la femme a peur et se dit, bon, est-ce qu'elle peut avoir la volonté d'essayer de travailler ou de participer, mais elle se demande qu'est-ce qui va arriver après. Est-ce que ça va marcher ce que je compte faire? Est-ce que je ne suis pas en train de vouloir construire un château sur les sables? Donc, à mon humble avis, il y a d'abord cette peur. Et ensuite, il y a les us et coutumes aussi. Vous savez, avec la décentralisation aujourd'hui, et demain, il y aura les élections au niveau des ETD, des entités territoriales décentralisées. Prenons le cas dans un secteur, dans une chefferie. Une femme qui se dit que non, elle a connaissance de tous ses droits et qu'elle veut participer, n'est-ce pas, à la chose publique. Elle se dit être candidate. Que vont penser son entourage, la communauté? Dans les grandes villes, ça va encore, les choses se digèrent facilement, mais dans l'arrière-pays, ce n'est pas facile. Donc, il y a les us et coutumes qui constituent aussi l'obstacle pour la participation de la femme. Ensuite, il y a aussi le manque de moyens financiers. Nous avons fait beaucoup d'activités à l'intérieur, partout à Lubumbashi par exemple, à Mbandaka. Vous voyez les femmes qui vous disent nous sommes prêtes à affronter, n'est-ce pas, ces champs politiques, mais seulement ce sont les moyens financiers qui font défaut. Donc ils ont la volonté, elles sont capables, intelligentes, tout, mais ce sont les moyens financiers qui font défaut. Donc ce sont là les trois éléments pour moi qui empêchent la femme de... Mais est-ce que la Constitution y a pensé également? Autoriser peut-être la femme, et c'est un peu des droits garantis par la Constitution qui puissent, peut-être qu'on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faudrait peut-être aussi que cette loi parvienne aux concernés. Mais est-ce qu'il y a des dispositions légales bien précises qui autorisent au fait les femmes à pouvoir faire ce travail-là? Bien sûr, il y a l'article 14 de la Constitution qui prône la parité, par exemple. Il y a aussi l'article 15 qui est contre toutes sortes de violences faites à la femme. Et puis, il n'y a pas que la Constitution. Je crois que la femme doit se dire, outre dans son pays, la Constitution, c'est vrai, qui la couvre, la protège pour exercer la profession, la carrière politique. Mais sur le plan international aussi, il y a des instruments juridiques comme ça qui existent. Il y a par exemple la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination, la CDF, qui prône la suppression de toute forme de pratiques qui défavorisent la femme. Il y a la résolution 1325 des Nations Unies qui reconnaît à la femme la possibilité, la capacité d'agir ou bien de prendre des décisions en ce qui concerne la répression en matière de conflits. Quand vous partez, nous allons sur le plan régional, nous avons la déclaration de l'Union africaine par exemple, qui prône l'égalité entre l'homme et la femme. Il y a également le protocole des droits des femmes en Afrique de 2003. Donc vous voyez qu'il y a des instruments non seulement sur le plan national, mais sur le plan international, sur le plan régional, qui encouragent la femme ou qui protègent la femme. Voilà. Sous mes yeux, j'ai un livre qui est publié par la Conrad, qui est intitulé Femmes et engagement politique. Et dans ce livre, vous êtes intervenu. Vous avez écrit un article sur le regard critique sur la participation des femmes à la vie politique. Et quelque part, vous êtes en train de dire, vous parlez des obstacles que rencontrent les femmes par rapport à la politique, vous parlez du rôle social. Nous revenons un peu par rapport à ça. On parle également de l'autorisation maritale. Parlons-en. Parlons-en. Est-ce qu'aujourd'hui, doit-on aujourd'hui supprimer, d'après vous, l'autorisation maritale? Bon, le problème, la question sur l'autorisation maritale laisse couler beaucoup d'encre.
À mon humble avis, les femmes qui sont aujourd'hui non seulement qui travaillent dans la politique, mais même dans la vie professionnelle, les femmes médecins qui sont dans les entreprises, il faudrait peut-être leur demander est-ce qu'elles n'exercent pas bien, ne travaillent pas bien à cause de n'avoir pas demandé l'autorisation de leur mari. Je ne pense pas. Je pense que lorsque l'homme et la femme sont ensemble, c'est question à son partenaire femme de poser les problèmes à l'homme, et puis ils apprécient ensemble, et voilà, l'homme peut autoriser sa femme à travailler. Et puis bon, la question sur l'autorisation maritale, disons, même si cette femme politique, parce que là nous sommes en train de parler de la femme politique. Vous savez, aujourd'hui, cette femme candidate qui devient femme députée, demain ministre, avant de poser certains actes, je pense, à mon humble avis, elle a besoin de l'autorisation aussi de son chef. Bon, voici si sur le plan professionnel, vous devez obtenir l'autorisation de la hiérarchie, pourquoi pas à plus forte raison dans votre foyer? Je pense, oui. Donc supprimer l'autorisation maritale, je ne pense, à mon humble avis, je ne pense pas que ce soit une meilleure idée, mais seulement il faudrait que le couple soit consentant sur ce que la femme doit faire. Parce que l'on pense qu'aujourd'hui, là, les Africains en général sont sur une piste de pouvoir tout copier, c'est-à-dire copier tout de l'Occident, parce que, il faut le dire, la Conrad, une organisation non gouvernementale allemande, et dont le président est une chancelière, une présidente, donc, et l'on se dit, bon, tiens, on risque de tout copier, et voilà quel genre de société nous avons en face de nous. La société occidentale n'est pas aujourd'hui un modèle, en tout cas, par rapport à certaines personnes qui estiment que si l'on copie tout, on risque de pouvoir oublier nos mœurs, nos coutumes. Et donc, il faudrait nécessairement qu'on puisse faire un peu la part des choses par rapport à ce qui concerne l'autorisation maritale. On risque de tomber dans le mimétisme avec tout ce qu'il y a comme conséquences négatives, parce qu'on sait aujourd'hui quel genre de société l'Europe représente aujourd'hui. Vous êtes d'avis? Oui, bien sûr, je suis d'avis avec vous. Mais pour nous, je ne sais pas pourquoi cette question, je crois la loi, il y a toute une structure de femmes qui sont en train de travailler là-dessus. Je crois la loi devait déjà, même le code de la famille devait déjà être... Oui, ce n'est pas encore... c'est toujours peut-être par rapport au Parlement. À cette question-là, nous ne savons pas, c'est les dessous des cartes. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes... Donc, vous maintenez que l'autorisation demeure quand même. Oui, qui est même si certains hommes veulent danser un peu dessus et veulent profiter, abusent de ces devoirs légaux, c'est-à-dire que parce qu'il ne veut pas que sa femme ne puisse pas travailler, en tout cas de mauvaise foi, et il veut maintenir sa femme. C'est là que certaines femmes disent, tiens, non, en tout cas cette fois-ci, que cette disposition soit élaguée du code de la famille. Oh, bon, là peut-être c'est une exception, mais je crois que de plus en plus les hommes ont compris aussi que la femme doit travailler, la femme doit, comme c'est son partenaire, ils doivent tous deux mettre la main dans la pâte pour bien gérer leur foyer, quoi. Donc, par rapport à ça dépendra peut-être d'un couple à un autre, l'entendement de ces fléaux qu'est l'autorisation maritale. D'accord. Alors, nous passons à une autre préoccupation, Madame Déborah. La femme congolaise, qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'elle puisse s'approprier du bienfait de sa participation politique? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Premièrement, elle doit s'informer et se former. Vous savez, la formation est très capitale. Pour celle qui est candidate à présent ou qui vise à devenir un jour, à travailler dans le domaine politique, c'est le moment pour elle de se cultiver, de lire, de se former, de chercher par exemple des ateliers, des formations pour ajouter un plus. Et puis, se lever, se dire voilà que je suis capable. Ôter cette peur, enlever ce manteau d'arrière-pensée que dira la société, que vont penser les autres, et puis voilà, de s'élever et dire voilà que je peux travailler, et pourquoi pas au même titre que l'homme. Même si on vous reproche, vous juristes, d'être des dames de fer. Généralement on dit mieux vaut avoir un problème avec un homme que d'avoir une femme, en plus une femme qui a fait le droit. Oh, je ne pense pas. Ça dépend peut-être du caractère de la personne et de l'éducation. Parce que je vois pas, je n'ai vu
dans aucun code où on a dit que la femme devait, ou la fille, l'être féminin devait être supérieur à l'homme, ou bien de faire, comment dirais-je, d'égaler l'homme. Donc ça dépend de la personne, d'une personne à une autre. D'accord. Ça dépend d'une personne à une autre. Et donc, chers amis téléspectateurs, vous comprenez que tout est possible. Il suffit juste de prendre sa place. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Nous prenons justement que la parité puisse devenir effective et nous devons travailler pour la méritocratie et non pas travailler pour qu'on puisse nous donner tout sur le plateau. Et donc, Madame Déborah, d'après vous, dans 10-20 ans, est-ce que la République démocratique du Congo peut produire une représentation politique significative de la femme aujourd'hui sur l'échiquier politique, en tout cas même dans plusieurs domaines de la vie sociale en RDC, la représentation de la femme est moindre par rapport à l'homme. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, au regard de tout ce que vous êtes en train de voir, le système, le contexte actuel, est-ce qu'on peut espérer un jour, dans 10-20 ans plus tard, qu'on puisse retrouver une représentation significative de la femme dans tous les domaines, en fait, pas seulement sa participation politique? Oui, je crois que nos consoeurs femmes devront comprendre qu'il s'agit d'une lutte. Ce n'est pas, comme vous venez de le dire, que ce sera le pain sur le gâteau, sur le plateau qu'on va nous apporter. Déjà, nous avons les instruments juridiques qui nous couvrent, qui nous autorisent à travailler, qui nous montrent que la parité, disons, nous sommes égales avec notre partenaire homme. Et bon, dans 10 ans, ça dépend de la façon dont nous allons nous organiser aussi. Oui, si moi, des fois, j'ai fait une réflexion aux femmes de Lubumbashi. Je leur ai dit, si une équipe de football s'organise pour soutenir son équipe, pour combien à plus forte raison, nous, femmes, ne nous organiserons pas en des structures très solides pour nous soutenir afin d'éradiquer ces fléaux de la sous-représentativité. Donc j'espère bien dans 10-20 ans, ça dépend de la façon dont nous allons nous mettre ensemble pour travailler. Parce que les instruments juridiques qui nous autorisent à travailler, nous les avons déjà. Donc c'est une lutte, nous devons continuer à nous battre pour arracher la part qui nous est due. Et on parle aussi de la jeune fille aujourd'hui, qui ne prend pas vraiment au sérieux ses études, parce que vous avez parlé de la formation et de l'information. Et donc, c'est utile aujourd'hui pour que les filles, si elles veulent s'attendre à des grandes décisions, à participer à des grandes décisions, s'attendre à des grands postes dans le pays, elles doivent aujourd'hui travailler et s'y mettre. Mais en fait, à moins que vous ne soyez pas congolaise, mais au moins on sait à quelle catégorie des jeunes filles, certaines jeunes filles aujourd'hui, qui ne prennent pas au sérieux au fait leurs études, même si on est en train de plaider par rapport à ce que l'éducation soit gratuite sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à ces femmes qui doivent se prendre en charge dès aujourd'hui pour préparer leur futur? Oh, c'est question de les conscientiser. Moi, je pense que peut-être il faudrait, dans l'avenir, revoir peut-être notre système éducatif, c'est-à-dire, déjà à l'école primaire, pourquoi pas instaurer un cours, une leçon sur le droit des femmes. Montrer à la jeune fille, déjà dès le bas âge, que tu peux parler au milieu des hommes, que tu peux toi aussi diriger, voilà. Donc, c'est à ce niveau-là, en ce moment-là, peut-être, ça éveillera la fille déjà dès le bas âge à se dire, avoir déjà une ambition quelconque. Alors, vous voyez, lorsque vous conscientisez déjà 1000 filles dans plusieurs écoles de la RDC qui est notre grand pays. Donc c'est presque toute la majorité des femmes que nous préparons déjà, que nous préparerons dans l'avenir pour prendre à bras le corps, c'est la gestion de la chose publique. L'autonomisation, la participation politique, je reviens encore par rapport à ce que nous avons dit tantôt, certains obstacles. L'on estime que les femmes, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, nous avons vu la nomination des membres de la Cour constitutionnelle, nous avons vu au Parlement, nous avons vu au Sénat, nous sommes en train de voir, c'est comme si, en fait, on fait trop de bruit, mais qu'est-ce qu'il faut, en fait? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que le gouvernement doit nous prendre de force? Je ne sais pas. Le travail que les femmes font
n'est pas poignant, je sais pas. C'est quoi en fait ce problème-là qui fait que de plus en plus, on a récemment, c'est les membres de la Cour constitutionnelle qui ont été nommés, aucune femme, Madame Nzege. Il n'y a pas de compétentes femmes ici en RDC. Bien sûr, les femmes compétentes, elles existent. C'est comme je vous ai dit, c'est une lutte. Ça ne viendra pas facilement, vous savez. Ce sont des choses qui, comme j'ai dit, nos consoeurs femmes doivent s'organiser. Comment elles doivent s'organiser? Comment? C'est comme j'ai donné l'exemple, faisons comme les supporters mais oui, on doit quand même se retrouver dans une équipe. Voilà. Mais comment faire pour se retrouver dans cette équipe? Nous créons des structures, nous nous rencontrons, et puis voilà, par exemple, quand vous soulevez le problème de l'absence de femmes dans la Cour constitutionnelle, et puis lorsque on sent que nous sommes lésés quelque part et que nous avons tout le droit garanti par la Constitution, voilà, nous nous lèvons pour aller dire à l'autorité. Encore que les femmes ont acquiescé cette décision, ou soit, je vais dire cette décision, oui, elles ont accepté ça, implicitement ou tacitement, elles l'ont accepté. On n'a vu aucune femme, en tout cas, aucune femme s'est levée, ne fût-ce que pour faire une marche, pour dire, tiens, nous réclamons cela. C'est comme vous avez soulevé le problème de la peur. Donc, la peur va demeurer. Oui, et lorsqu'on lève la tête, on risque de se faire couper sa tête. Non, je ne pense pas. Parce que lorsque les femmes se réunissent et font, par exemple, revendiquent leurs droits, déjà j'ai vu dans les activités que nous avons organisées dans les séminaires ateliers, les femmes ont soulevé ce problème. Mais maintenant, comme vous le dites, peut-être ils chuchotent entre elles. Elles devraient normalement se lever, se mettre ensemble et voilà, aller vers l'autorité, lui dire, voilà, au terme de tel article, pourquoi nous ne sommes pas, vous n'avez pas tenu compte de la représentativité de la femme. Donc c'est cette... essayer d'être soudés au fait. Et croyez-vous parce que nous allons en ordre dispersé, à mon humble avis. Oui, les femmes vont en ordre dispersé. Pensez-vous qu'aujourd'hui, nos gouvernants, en tout cas hommes, sont-ils en mesure de pouvoir accepter ces doléances et desiderata des femmes aujourd'hui? S'ils n'acceptent pas aujourd'hui, ils finiront par l'accepter parce que déjà les textes existent, donc ils devront encore faut-il dire qu'en RDC, il n'y a pas, ce n'est pas les textes qui nous manquent. Il y en a une multitude, mais ce sont les mêmes mots qui reviennent. C'est l'inapplication de ces lois qui reste un peu lettre morte. Vous savez, hier, c'est les problèmes de la participation de la femme. Hier, on n'en parlait presque pas. Mais aujourd'hui, de plus en plus, l'humanité en parle. C'est suite aux revendications, suite aux rencontres, suite aux travaux que font évidemment les ONG peut-être internationales et nationales. Donc, c'est ce travail de conscientisation, de stimuler la femme. Bien, aujourd'hui, ça peut paraître peut-être lourd, mais demain, à longueur de... Avec le travail qu'on doit faire nécessairement au niveau des écoles, comme vous l'avez souhaité. Mais est-ce que vous avez quand même remarqué une certaine différence par rapport aux autres célébrations antérieures? La célébration de cette année, par exemple, est-ce que vous rencontrez quand même des femmes? Vous sentez quand même que les femmes prennent de plus en plus conscience? Ce n'est pas le port de pagne. Oui, nous devons féliciter d'ailleurs l'initiative du gouvernement de supprimer cette histoire qui faisait voir que le 8 mars était une journée similaire au port de pagne. Mais aujourd'hui, lorsque nous avions une activité hier, par exemple, un atelier hier sur l'autonomisation de la femme au centre CEPAS, il y a eu beaucoup des activités similaires. Donc aujourd'hui, les femmes comprennent que il ne s'agit pas au fait du port de pagne, bien évidemment certaines catégories de femmes le pensent, mais les femmes qui réfléchissent. Mais comment atteindre cette catégorie des femmes-là qui pensent que le 8 mars égale au port de pagne? Oui, c'est nous, femmes, nous qui avons compris, nous devons nous organiser pour aller vers elles et leur dire, bon, le pagne, on le porte tous les jours, mais il ne s'agit pas du port de pagne. Donc le pagne, ce n'est pas sur le corps, c'est là. Donc le 8 mars, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Oui. C'est en organisant des journées de réflexion, et voilà. Qu'on peut se dire, voilà, que nous parlons de cette possibilité d'éveiller la femme à se dire qu'elle est capable d'agir dans X domaines, tant politique, économique et social. Oui. Et la Conrad pense organiser encore des activités au fin fond du pays par rapport, essayer un peu de sensibiliser, d'éveiller à l'approche des échéances électorales qui s'annoncent déjà demain en RDC. Le travail s'est fait comment?
Oui, nous avons des activités déjà planifiées pour cette année 2015 que nous sommes en train de mettre en pratique. Mais par rapport aux femmes, nous avons aussi commencé les ateliers de conscientisation, de sensibilisation, de formation. Par exemple, d'ici la fin de la semaine, nous serons au Nord Kivu avec les femmes du Nord Kivu pour parler justement de ce thème de l'année, de ce thème voilà, national, national, oui. Et puis, dans les jours à venir, le mois prochain, nous serons peut-être dans le Bandundu avec les femmes de Bandundu. Et puis, jusqu'à la fin de l'année, nous serons à Matadi, dans d'autres provinces. Oui, c'est vraiment Et prévu. comment vous faites avec des femmes, parce que vous fréquentez la Conrad, c'est vraiment focalisé également par rapport aux femmes de l'Est. Les femmes, on sait ce qui s'est passé à l'Est, des femmes victimes des actes d'agression, des violentes guerres, tout ça. Est-ce que ces femmes-là, aujourd'hui, peuvent espérer un jour à oser faire de la politique, parce qu'elles se disent, tiens, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que il y a des gens qui ont eu à tenir les armes, ils n'ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Bon, je pourrais dire, on ne peut pas, il faudrait peut-être leur faire voir que ce qui est arrivé n'est pas peut-être pas une fatalité entre guillemets, mais qu'on ne peut pas se rester cloîtré dans le passé, mais il faut s'éveiller, dire voilà, c'est arrivé et il y a l'avenir encore, puisque nous sommes en vie, le bon Dieu nous a accordé le souffle de vie, donc on peut aller de l'avant. Donc cette femme qui est violée aujourd'hui peut devenir femme présidente de la République demain. Donc ce n'est pas une fatalité, une exclusion. Donc le travail que nous, la Fondation, nous faisons, oui évidemment, comme je vous ai dit, la promotion de la bonne gouvernance au regard, bien évidemment, des instruments juridiques, c'est montrer à la femme que voilà ce qui te rend capable, voilà les instruments qui te protègent sont là. Donc à toi de vouloir d'abord et puis de t'élever et dire hop, je peux ester, je peux oser. Voilà. Donc il y a des instruments juridiques qui protègent la femme. Madame Nzege, nous tendons petit à petit à la fin. On est en train de nous faire des signes là-bas du côté de la régie. Et donc nous vous donnons la parole pour pouvoir nous donner votre mot de la fin, et surtout par rapport à ces Quinoises et Quinois qui nous suivent et même dans les environs. Merci beaucoup, madame. Je voulais d'abord dire ce problème de parité, nos sœurs, nos consoeurs doivent comprendre qu'il s'agit de l'égalité des chances et non des sexes. Parce que le jour passé, on a entendu dire que les femmes, le jour de 8 mars ou même tout le mois, ne voulaient plus prendre au sérieux leurs responsabilités dans le foyer, surtout dans les ménages, dire que voilà, c'est le mois de femmes, c'est la journée de 8 mars, je ne fais rien. Donc en fait, il s'agit de l'égalité des chances que nous réclamons et non de l'égalité des sexes. Il y a d'abord ça. Alors par rapport à la femme politique, qu'est-ce que je peux dire? Une femme en politique, la politique peut la changer. Mais plusieurs femmes en politique peuvent changer la politique. Donc c'est ça là mon mot de fin. Merci beaucoup, Madame Deborah Nzege. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle que nous avions reçu Madame Deborah Nzege. Elle est directrice des programmes à la Fondation Conrad, cette organisation non gouvernementale allemande. Et nous avons avec elle abordé ce thème national qui est l'autonomisation et la participation politique de la femme congolaise. Merci, amis téléspectateurs, de nous suivre tous les vendredis à partir de 10h30 et la rediffusion le mardi à partir de 14h. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.